Pourquoi vous ne portez pas de costume? Pourquoi quoi? Pardon? Vous êtes face au plus haut responsable de ce pays et vous refusez de porter un costume? Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, Volodymyr Zelensky a délaissé ses costumes pour porter des vêtements militaires et exprimer ainsi sa solidarité envers le peuple ukrainien. Un choix critiqué à la Maison-Blanche par un journaliste ultra-conservateur. Beaucoup d'Américains sont choqués par votre manque de respect envers cette assemblée. Je porterai un costume quand cette guerre sera terminée. Les vêtements ont toujours une signification, et ne pas porter un costume suffit à faire parler. Bonjour, je suis Bella Kadartseva, activiste culturelle à Kiev et ancienne mannequin. Pendant 5 ans, mon quotidien a été rythmé par les voyages, les séances photos et les défilés. La mode m'a ouvert de nombreuses portes et m'a permis de découvrir le monde entier. J'ai travaillé pour des marques ukrainiennes qui habillent aujourd'hui des stars internationales comme Madonna, Beyoncé et les Kardashians. Un vêtement peut souvent faire sensation. À cet égard, plusieurs personnalités politiques ont été élevées au rang d'icônes de la mode. Kim Jong-un est ainsi célèbre pour ses costumes à col Mao et ses pantalons amples. Même s'il arbore parfois des vestes en cuir très tendance. D'autres, en revanche, sèment la confusion avec leur style vestimentaire. Prenons l'exemple de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui, à son arrivée en Alaska à l'été 2025, portait un pullover sur lequel était écrit URSS. Ce look lui a valu de nombreux éloges. Je suis venue pour acheter le pull URSS que portait Sergueï Lavrov. Grégory Bovino, l'ancien commandant en chef de l'ICE, la police américaine de l'immigration, semble lui aussi nostalgique du passé. Son long manteau vert à double rangée de boutons évoque l'uniforme porté par les officiers de la SS. L'homme qui symbolise les expulsions massives de l'ère Trump ressemblerait aussi à Till Lindemann, le chanteur de Rammstein. Mentionnons aussi le chapeau surdimensionné de Melania Trump qui empêcha tout baiser présidentiel lors de la cérémonie d'investiture de son mari. Quant au costume bleu porté par Donald Trump lors des funérailles du pape François, il a non seulement été considéré comme une faute de goût, mais aussi comme un affront délibéré. Au milieu d'une foule vêtue de noir, le président américain s'est démarqué, transformant ce moment de deuil collectif en une véritable mise en scène. Les vêtements peuvent susciter la polémique, car ils révèlent à la fois nos positions et nos valeurs. C'est d'ailleurs particulièrement flagrant en ce moment en Ukraine. Avant la guerre, les marques de luxe occidentales étaient très populaires dans mon pays. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent se tourner vers les créations locales, agrémentées de symboles traditionnels, de broderies et de motifs Vyshyvanka. Pour beaucoup, c'est un moyen de se sentir plus proche de leur patrie. Plusieurs marques occidentales qui avaient quitté le pays en 2022 reviennent aujourd'hui en Ukraine. Mais entre-temps, la mode locale s'est considérablement développée. Ça se reflète d'ailleurs dans les choix vestimentaires du président ukrainien et de notre première dame. Il y a quelques années, Olena Zelenska avait posé pour le magazine Vogue, suscitant aussitôt l'attention générale. Elle regarde la caméra de manière bizarre, non? Pourquoi elle est assise de travers? La Russie envahit l'Ukraine et Olena n'a rien d'autre à faire que de poser pour des magazines de mode? Les choix vestimentaires des personnalités publiques ont souvent une intention précise et sont soigneusement étudiés par des professionnels. La marque ukrainienne Gounia s'occupe ainsi des tenues d'Olena Zelenska depuis plusieurs années.
Partout dans le monde, les premières dames portent les créations de leurs stylistes. Elles mettent ainsi en valeur la culture de leur pays et je pense que c'est très important. Je suis Maria Gavriliuk, cofondatrice de la marque Gounia Project. Le président Zelensky et sa femme Olena ont choisi de faire confiance à notre marque. Ça nous permet de mettre en lumière le talent de nos stylistes dans tout le pays et de transmettre les valeurs incarnées dans leurs créations. D'ailleurs, de nombreuses personnalités politiques portent des vêtements de la marque Gounia Project. Nous avons aussi offert quelques-unes de nos créations au prince Harry. Quant à Kylie Jenner, elle a publié une photo sur sa page Instagram où nos produits en céramique trônaient sur la table. Ça nous a rendus très fiers. Ça n'était d'ailleurs ni un cadeau, ni une opération marketing. Kylie Jenner a délibérément choisi de mettre nos céramiques en avant, alors qu'il existe tant d'autres alternatives sur le marché. Et la même chose s'est produite pour nous avec la série Emily in Paris. La mode, et plus généralement le design, sont des outils de communication. Ils nous permettent de transmettre certaines idées. Nous avons par exemple commercialisé des boucles d'oreilles en forme de coque. Nous nous sommes inspirés d'un événement survenu en 2022 où une cruche en forme de coque avait été retrouvée intacte dans les décombres d'un immeuble qui avait été bombardé. Depuis, le coq représente pour nous l'invincibilité. Aujourd'hui, en Ukraine, il symbolise la persévérance. On offre même régulièrement des objets en forme de coque à nos partenaires, en Ukraine et à l'international. C'est un moyen de montrer que nous croyons en notre capacité à résister et que même dans des circonstances particulièrement difficiles, les Ukrainiens s'accrochent et cherchent à devenir encore plus forts. Cet objet est l'illustration parfaite qu'un petit accessoire, même discret, en dit long sur vous et sur le message que vous voulez faire passer. Avec Natalia, mon associée chez Gounia, nous avons commencé à nous intéresser à la culture et à l'artisanat ukrainien, car nous ignorions beaucoup de choses sur le sujet. Intégrer une réflexion éthique au design contemporain représentait pour nous un défi de taille. Il nous a fallu reprendre d'anciennes créations originales et les adapter aux couleurs, aux matériaux et aux techniques actuelles pour que le résultat final soit percutant et ne se réduise pas à la reproduction d'un objet conçu il y a 100 ou 200 ans. Allons maintenant rendre visite à nos couturières. Le secteur ukrainien de la mode a beaucoup évolué depuis 2022. Il connaît même un essor. En Ukraine, il existe de nombreuses marques très compétitives qui font appel à des créateurs extrêmement talentueux. Et je suis persuadée qu'elles continueront à se développer, y compris sur le marché international. Nous avons constaté que les nouvelles générations sont prêtes à investir davantage d'argent pour des vêtements qui ont du sens et avec lesquels ils se sentent émotionnellement liés.
Aujourd'hui, les grandes marques au logo très voyant séduisent de moins en moins les consommateurs. Je pense que cette tendance va perdurer. L'attachement émotionnel porté à un vêtement, ainsi que le soin que nous accordons à chaque détail, sont des éléments qui apportent une réelle valeur ajoutée à nos produits. Et dans ce monde en constante évolution, nos clients y sont particulièrement sensibles. En 2022, plusieurs marques internationales comme Zara, H&M et Uniqlo ont fermé leurs magasins en Russie pour protester contre la guerre. Depuis, le marché de la mode est passé d'un état de choc à un mode survie. Et les marques locales tentent de combler ce vide. Progressivement, Zara et consorts ont pourtant refait leur apparition dans les centres commerciaux russes, mais pas exactement comme on se l'était imaginé. Au printemps 2022, après le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses marques occidentales ont décidé de quitter officiellement la Russie. Bonjour, je suis journaliste pour Traxist et je vis en Russie. Je souhaite rester anonyme car certaines choses que je filme pour cette émission risquent de me causer des ennuis. Au début, ce sont les rayons des supermarchés qui ont soudain changé d'aspect. On vous en avait parlé dans un reportage en 2023. Où est le Fanta? Ah, il y a du Fantola. Je sais pas ce que c'est. On dirait du liquide pour laver les pare-brises. Et bien sûr, voici le Tahoun. Je sais pas si vous en avez déjà goûté, mais c'est l'authentique pendant soviétique au soda d'importation. Le secteur de la mode aussi a beaucoup changé. Comme de nombreuses marques ont quitté la Russie, les magasins étaient vides et les vitrines recouvertes de rubans adhésifs. À l'époque, de nombreux Russes partaient à Dubaï, non pas pour passer des vacances de luxe, mais pour s'acheter des pulls Zara. Ça aussi, on vous l'avait montré dans une de nos émissions. Bonjour tout le monde. Notre vol pour Dubaï décolle dans 2 heures. Je pars avec une grosse valise à moitié vide parce que j'ai l'intention de rapporter à mes amis les choses qu'ils m'ont demandées. Un iPhone, des cosmétiques, un casque audio, des choses qu'on trouve difficilement en Russie en ce moment. Avant, on allait à Dubaï pour faire du shopping de luxe. Mais depuis 2022, c'est également devenu une destination appréciée pour la fast fashion. Nous nous trouvons donc aujourd'hui chez Zara, un magasin très fréquenté par les Russes qui viennent à Dubaï. Faire ses achats ici, c'est presque comme aller dans une boutique de luxe. Et qu'en est-il actuellement ? En 4 ans, le marché s'est restructuré et il est aujourd'hui à nouveau possible d'acheter des produits de marque occidentale en Russie. La première manière de le faire est tout à fait officielle. Il suffit qu'une entreprise russe ou issue d'un pays ami rachète l'activité d'une société qui a quitté le marché. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de Starbucks. Et oui, c'est à ça que ressemble le logo de Starbucks en Russie. À la place d'une sirène, on y voit une femme coiffée d'un kokochnik, un couvre-chef traditionnel russe. La chaîne de café, depuis rebaptisée Stars Coffee, a été rachetée en 2022 par le rappeur Timati pour 5,5 millions d'euros. Timati est ami avec plusieurs hommes d'affaires proches du Kremlin. Dans le monde du showbiz russe, c'est aussi le plus grand fan de Vladimir Poutine. De même que McDonald's s'appelle aujourd'hui en Russie Délicieux, point barre, et KFC Rostix. Quant au groupe espagnol Inditex, il a revendu ses activités en Russie au conglomérat libanais Daher International.
ливанской компании Daher International. On se croirait vraiment dans un Zara. Бывшая Zara, La marque Zara s'appelle désormais Maag, Bershka a été transformé en Villette et Massimo Dutti en Dub. но покупать Mais les consommateurs savent très bien quelle marque se cache derrière ces nouveaux noms. Tout ça est assez paradoxal. Timberland s'appelle désormais Bootwood et continue à vendre ses produits en Russie. Mais bon, comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur. А что делать, если Et хочешь? que faire si on veut acheter un pull dont l'étiquette porte le nom d'origine de la marque? Wildberries et Ozon sont des plateformes russes de vente en ligne. Там On y всё. trouve presque tout. Вот и Zara. И третий игрок в ритейле. Yandex Market est le troisième site russe de vente en ligne. Крупнейший IT. Longtemps, Yandex a été la plus grande entreprise informatique du pays, une sorte de Google ou de Facebook à la russe. Практически перешла под контроль. En 2022, Yandex est passé sous contrôle du Kremlin. Mais sur leur plateforme d'e-commerce, on trouve encore des produits importés comme ces baskets New Balance vendus au même prix qu'en Allemagne. Elles sont livrées en seulement 2 semaines. Быстро. В среднем за 2 недели. Так успешно Ce marché parallèle connaît un véritable succès en Russie. российское правительство En 2022, le Kremlin a autorisé la vente sur le territoire de certaines marchandises sans l'accord de leurs ayants droit. Et aujourd'hui, de nombreuses entreprises tirent profit de ces reventes. Mais en 4 ans, des concurrents auraient dû apparaître pour remplacer les marques qui ont disparu, non? Zara est parti et a été remplacé par Lime. C'est une marque moins chère, donc beaucoup plus abordable pour les consommateurs. компания L'entreprise russe Lime était pratiquement inconnue du grand public avant 2022. Aujourd'hui, elle a investi les anciens magasins d'Uniqlo et de Zara, et ses vêtements sont principalement produits en Chine et en Turquie. бренд нашел свой En quelques années, Lime se présente comme une alternative bon marché dans le domaine de la fast fashion, même si ses prix sont loin d'être aussi bas que ceux de son prédécesseur. конкурентов. Une doudoune noire classique en duvet coûte près de 240 € chez Lime, alors que chez Zara, on en trouve pour seulement 90 €. C'est plus de 2 fois plus cher. Самая L'enseigne russe Tvayo a quant à elle trouvé un moyen original d'augmenter son chiffre d'affaires. вместе со своей Elle vend désormais ses propres vêtements aux côtés d'articles Zara et Massimo Dutti. от Zara до Les médias russes ont bien sûr salué cette initiative en parlant du grand retour des marques occidentales. Zara et Bershka sont de retour. Et oui les filles, ce n'est pas une blague. On peut à nouveau acheter tous leurs vêtements. Mais la réalité est plus complexe. J'ai remarqué qu'ici, il y avait des vêtements de chez Bershka, alors que cette marque n'existe plus en Russie. Pareil pour Pull&Bear. En plus, les prix ne sont pas très élevés, mais ce sont tout simplement de vieux articles qui leur restaient sur les bras et qu'ils vendent aujourd'hui en solde. D'après ces étiquettes de prix et mes modestes connaissances en mode, je dirais que ces articles datent non seulement d'avant la guerre en Ukraine, mais même d'avant le coronavirus. D'ailleurs, plusieurs influenceurs l'ont confirmé. On se croirait dans une friperie. Il faut vraiment fouiller pour trouver ce qu'on cherche. À prix d'occasion, je dis pas, mais qui a envie de payer 88 € pour des chaussures d'une ancienne collection? Пусть и не совсем честно. Même si ce n'est pas très honnête ni très légal, le marché russe a mis en place son propre circuit d'approvisionnement. Надежда. Et ça montre qu'en 4 ans, la demande n'a pas baissé. Снизился. Bien sûr, je préférerais porter du Chanel ou du Gucci. Mais à en juger le look des gens dans la rue, on se rend bien compte que cette situation ne pose problème à personne. Ceux qui le souhaitent vont à l'étranger pour s'acheter des vêtements de marque. Et pour les autres, il y a suffisamment d'alternatives ici. En tant qu'Ukrainienne, je sais ce que représente une menace permanente. À Taïwan, la situation est comparable, car les craintes d'une attaque chinoise s'intensifient. Nos compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan forment une seule et même famille. Personne ne peut rompre les liens qui nous unissent et personne ne pourra jamais empêcher la réunification de la Chine. Une histoire commune, mais des différences de taille. Et à l'heure où Taïwan lutte pour son indépendance culturelle, la mode pourrait bien avoir un rôle à jouer. Car plusieurs créateurs taïwanais puisent aujourd'hui dans d'anciennes traditions artisanales chinoises pour affirmer leur identité. C'est le cas de la styliste taïwanaise Jen Li, qui s'inspire de la qipao,
une tunique souvent considérée comme typiquement chinoise. Ce vêtement, profondément ancré dans l'histoire chinoise et apparu sous la dynastie impériale Qing, était à l'origine une longue robe ample, portée autant par les hommes que par les femmes. Pour moi, être taïwanaise, c'est avant tout réunir de nombreuses cultures différentes. Voilà pourquoi je pense que les Taïwanais sont un peuple aux multiples facettes. Je m'appelle Jen Li. Je suis une créatrice de mode taïwanaise et nous sommes ici dans mon atelier à Taipei. Nous avons créé pas moins de 39 tenues pour notre collection Printemps-été 2026. Et 2 d'entre elles ont été inspirées par un vêtement traditionnel qu'on appelle la qipao. La qipao a été popularisée sur notre île en 1949, lorsque le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek a été vaincu par le parti communiste de Mao et qu'il s'est exilé à Taïwan. À l'époque, de nombreux maîtres tailleurs chinois ont aussi émigré vers Taïwan, emportant avec eux leur précieux savoir-faire artisanal. Song Mei-ling, l'épouse de Chiang Kai-shek, portait aussi des qipao. Voilà pourquoi cette robe est devenue de plus en plus populaire à Taïwan. Dans les années 1950 et 1960, tout le monde portait des qipao. Qu'il s'agisse de hautes fonctionnaires comme Song Mei-ling ou de femmes plus modestes poussant des charrettes à bœufs. La qipao a une signification toute particulière pour moi, parce que ma grand-mère en portait toujours une lors des grandes occasions. Récemment, j'ai retrouvé de vieilles photos de mes grands-parents. Et sur l'une d'entre elles, ma grand-mère est en qipao. Quant à ma belle-mère, elle porte toujours ce vêtement lors des célébrations du Nouvel An. Pour être honnête, je n'y étais pas du tout attachée lorsque j'étais adolescente. À l'époque, j'adorais la mode occidentale. J'étais rebelle et j'écoutais du rock. Ce n'est que ces dernières années que j'ai vraiment commencé à apprécier ce vêtement et à m'intéresser à la mode d'Asie orientale. En règle générale, la qipao est un vêtement ajustable qui existe dans de nombreuses variantes. Celle-ci, par exemple, possède un col montant traditionnel, ainsi qu'une fermeture à boutons. Elle est aussi fendue sur le côté. Ce modèle-là est encore plus classique. Pour la fermeture, nous avons opté pour des boutons dorés traditionnels. Et il y a également une fente sur le côté. Pour nos créations, nous avons réinterprété plusieurs éléments propres à la qipao. Ici, on retrouve par exemple un col montant, comme sur les modèles classiques, et nous l'avons associé à une jupe évasée avec une coupe sirène. Nous réadaptons ce vêtement traditionnel pour proposer une approche plus contemporaine de la mode. Mes dernières créations en date, celles de ma collection Printemps-été, seront présentées au public à Londres au mois de septembre. Pour mes recherches sur la mode traditionnelle, je me suis rendue au Musée national du Palais à Taipei. Je me suis aussi beaucoup inspirée de la littérature orientale classique. Ce musée abrite une magnifique collection d'objets anciens et entend les préserver pour les générations futures. Ici, ce ne sont pas les œuvres d'un seul artiste qui sont exposées, mais un ensemble de créations retraçant les prouesses technologiques de toute une civilisation élaborée au fil des siècles. Le Musée national du Palais abrite des collections liées à la cité interdite de Pékin. À la suite de guerres et de bouleversements historiques, de nombreuses œuvres d'art provenant à l'origine du palais impérial ont été transférées à Taïwan, ce qui nous permet de les admirer ici aujourd'hui.
Après avoir visité cette exposition, j'ai ressenti le profond désir de créer une collection influencée par l'Asie orientale. Certains détails des qipao, comme les boutons et le col, nécessitent des techniques très spéciales que je ne maîtrise pas. Je commençais à rencontrer de réelles difficultés dans la confection de mes pièces. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un tailleur âgé de 75 ans a postulé chez nous. Ça fait longtemps que je suis un vieux briscard de la couture. Et c'est grâce à l'influence de ma mère que je me suis lancé dans le métier. À l'époque, la formation pour devenir tailleur durait 3 ans. On commençait par des petites tâches afin d'apprendre point par point les bases de la confection des vêtements. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans cette profession. Et sans même m'en rendre compte, ça fait maintenant 60 ans que j'exerce ce métier. La vie passe tellement vite. Je confectionne des vêtements depuis tant d'années et je suis très attaché à mon métier. En plus, il y a toujours plein de défis à relever. Ce que je préfère, c'est quand je peux expérimenter de nouveaux styles. D'ailleurs, tout comme en médecine, il existe de nombreuses spécialités chez les tailleurs. Aujourd'hui, la qipao revient progressivement à la mode. En ce moment, la Chine continentale connaît un véritable essor économique. Et ce vêtement est encore plus populaire là-bas qu'à Taïwan. Reste à savoir si la qipao finira par s'imposer en tant que symbole international. Je ne me suis jamais vraiment sentie influencée par la culture chinoise, même si elle faisait partie de notre quotidien. À l'école primaire, on nous a par exemple appris la calligraphie et à parler chinois. Bon nombre de mes amis en Europe et à l'étranger en général m'ont fait part de leur inquiétude quant aux manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan. Moi, j'ai l'impression que la situation n'a pas évolué depuis 1949. Voilà pourquoi je ne m'inquiète pas outre mesure. J'espère simplement qu'on pourra continuer à vivre en paix. Voici mon mari, Denis. Il est coiffeur et photographe. Comme nos métiers sont assez similaires, on travaille souvent ensemble. À Taïwan, les avis divergent quant à savoir si la qipao devrait être considérée comme notre costume national. Mais on est libre et chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Quand une personne, quelle que soit sa culture, trouve qu'une qipao est belle, ça me rend vraiment heureuse. Parce qu'un vêtement aussi magnifique devrait pouvoir être partagé dans le monde entier et par tous les êtres humains.
Je pense que ces interactions entre tradition et modernité nous réservent encore de nombreuses surprises et j'ai hâte de les explorer dans mon travail.